On se retrouve pour cette deuxième vidéo pour le travail de la semaine du 1er au 5 juin, pour vous 2 et 3 juin. Donc dans la première vidéo, j'évoquais la présentation générale de l'axe 2, avec la différenciation notamment entre laïcisation et sécularisation, avec la présentation des deux jalons. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce jalon numéro 1, que l'on va noter d'ailleurs sur la trace écrite, hein, donc jalon 1. La laïcité en Turquie. Donc, l'abolition du califat en 1924 par Mustafa Kemal. Voilà. Hop, bon. Oh, donc un petit élément de présentation pour moi parce que j'ai le traitement de texte. Hein. Bon, c'est plus facile évidemment. Voilà. Ok. Attends, je vais peut-être. Ouais. Voilà. Donc j'ai associé sur le Padlet. Ah bah si je m'y mets pas. Voilà, j'ai associé sur le Padlet ici des éléments de contexte. Alors attendez, hop, voilà, les éléments de contexte que vous avez ici, hein, de l'axe de jalon 1, de chronologie sur lesquels sur lesquels je vais vous proposer quelques idées principales. Donc vous retrouvez en PDF ici. Hein. Nous évoquerons également pour ce jalon 1 et vos activités, ce document d'introduction et cette fiche élève, mais que vous ne travaillerez pas cette semaine, puisque je vais juste évoquer le document d'introduction. Très bien. Alors, je vais me mettre dessus. Alors, donc vous aurez évidemment la trace écrite. Alors, c'est un élément de contexte et c'est une très très longue chronologie, hein, donc vous lirez avec attention. Ça va vous prendre un certain temps. Les partager en deux. D'abord l'installation de la République de Turquie, suite des événements que donc on va évoquer rapidement, mais que vous verrez, hein, parce que vous savez lire. Puis comment se présente cette République réformiste et autoritaire, celle de Mustafa Kemal. Et puis vous verrez que bon, c'est un peu long la deuxième partie. Hein. On terminera finalement sur l'idéologie kémaliste. Ça, vous avez besoin en fait de toute cette mise en perspective pour mieux comprendre la fiche d'activité que vous ferez sur la semaine du 8 au 12. Alors vous le savez peut-être déjà. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps du coup. Enfin, vous l'étudierez au moins en terminale. Donc l'instauration de la République en Turquie, vous le verrez dans la chronologie, elle est consécutive à la Première Guerre mondiale et à la défaite de la Première Guerre mondiale, dans lequel l'Empire ottoman était associé aux empires de l'Axe, Allemagne et Royaume d'Autriche-Hongrie. Du coup, ce conflit permet aux nationalistes turcs, qui sont dirigés par Mustafa Kemal, de prendre le pouvoir à la suite finalement d'un coup d'État, de repousser les alliés et de négocier une paix finalement plutôt favorable, même si évidemment il faut concéder des territoires, ce qui fait qu'en fait vous le verrez, hein, cette obligation de concéder des territoires fera que la guerre va se poursuivre et sera victorieuse finalement pour l'armée turque, puisque le sultan de l'époque, Mehmed VI, lui évidemment signe tout, ce qui d'épaisse carrément l'empire turc d'une partie de l'Anatolie. Je parle même pas des protectorats qui sont imposés sur les territoires comme l'Irak actuel ou la Syrie. Évidemment, Mustafa Kemal, lui, va continuer les combats et permettre finalement à la Turquie de s'en tirer plus qu'avec les honneurs, puisque l'armistice de Mudanya que vous avez dans votre chronologie le 11 octobre 22 renforce la souveraineté turque sur le territoire anatolien, ce que vous appelleriez aujourd'hui vous la Turquie, et chasse notamment l'ennemi grec. Les forces alliées également vont évacuer, ce qui va pousser évidemment Mehmed VI à l'exil et conférer évidemment le pouvoir entier à Mustafa Kemal. Alors, c'est un régime autoritaire, la Turquie kémaliste, mais c'est un régime laïque. Donc, vous verrez, hein, vous avez de l'événementiel sur la répression de toutes les formes d'opposition. Vous avez des éléments qui vous montrent évidemment la différente concentration des pouvoirs dans les mains de Mustafa Kemal. Il y a un fameux discours, vous l'avez dans la chronologie, d'octobre 1927, qui dure 36h30.
Hein. Donc, fallait pas s'endormir. Il y en a qui ont dû s'endormir. Hein. Mais cette concentration des pouvoirs permet à Mustafa Kemal d'imposer, en fait, sa volonté de faire de la Turquie un État laïque et donc un État moderne, on dirait à l'époque, pour la région. Avec, vous verrez notamment l'abolition des tribunaux chariatiques, hein, ceux qui appliquaient la loi islamique, la charia, des écoles coraniques, des confréries, les imams deviennent des fonctionnaires. On est dans un modèle français. Hein, on reconnaît là le modèle de séparation de l'Église et de l'État. Il y a des mesures phares, hein, l'interdiction du port du fez, l'adoption du calendrier grégorien, le code civil qui interdit la polygamie. L'islam n'est plus religion d'État. Hein, les mesures se succèdent en quelques années. Euh, euh, et la mainmise du PRP, le Parti républicain du peuple de Mustafa Kemal, fait de la laïcité l'un des piliers du régime. Qui dit concentration des pouvoirs fait qu'il ne pouvait peut-être donner du pouvoir aux religieux. Alors ça permet à la Turquie en effet d'être un État moderne, un droit de vote aux femmes en 1934, hein, je ferai remarquer. En France, 1944. Voilà, le vendredi est remplacé par le dimanche comme jour de repos hebdomadaire, non plus le vendredi jour de prière. Vraiment, on débarrasse toute la société de toute influence religieuse. Sans évidemment empêcher la majorité de la population de rester évidemment musulmane, mais l'État et l'islam sont séparés. Hein. La Turquie devient une république laïque par un amendement à la Constitution le 5 février 1937. Alors pour finir, j'ai mis dans un grand C, y a-t-il une idéologie kémaliste? Alors ce qu'on appelle les 6 flèches que vous avez, hein, nationalisme, républicanisme, populisme, étatisme, laïcisme et révolutionnarisme, c'est dur à dire aussi, sont structurent les principes du kémalisme. Et c'est vrai que si on reprend ces 6 flèches, on voit bien que à travers tous les événements que vous avez relatés dans la chronologie, il y a ces 6 piliers, moi j'appellerais plutôt que les 6 flèches. Donc voilà, donc c'est un peu fastidieux à lire, mais il faut que vous compreniez, parce que aujourd'hui surtout, on a toujours l'image de régimes, enfin du moins dans les régions où l'islam est dominant, voire même exclusif, de régimes, alors certes autoritaires, mais autoritaires religieux. Là, on a un régime autoritaire non religieux. Recep Erdogan se réclame de Kemal Atatürk tout en étant issu d'un parti qui est islamique. Hein. Donc, je finirai cette petite présentation par un petit commentaire hein, sur la carte que vous avez devant vos yeux, lorsqu'elle va bien vouloir s'afficher. Donc, qui est... vous l'avez vu dans le Padlet, hein, c'est la carte ici. Alors, je vais le télécharger pour qu'on puisse l'afficher évidemment en plus grand. Hop là. Hop. Et puis on va essayer. Voilà. De la mettre en grand. Donc l'Empire ottoman du 14e au 17e siècle. Hein. Donc ça vous permet, parce que bon, bah, vous n'êtes pas forcément des spécialistes ou vous avez oublié, que les Ottomans, hein, donc c'est une dynastie qui s'est convertie à l'islam. Hein. Ils sont originaires d'Asie centrale, ils se sont implantés au début du XIVe siècle, hein, vous l'avez, milieu du XIVe siècle, vous le voyez, sur la partie nord, la rive nord de l'Anatolie, au détriment de l'Empire byzantin, qu'elle a fini par détruire, hein, prise de Constantinople, 1453, j'espère que vous vous en souvenez, hein, et Constantinople est devenue Istanbul. Hein. Et ensuite, à partir, vous le voyez, hein, de ce noyau anatolien, s'est construit un immense empire hein, qui comprend ce qu'on appelle les Balkans, en remontant au cœur des ex-républiques soviétiques, allant même jusqu'à Vienne, dont l'armée ottomane a fait le siège en 1529, puis en 1683, donc 2 fois en 2 siècles, et a fait peser une menace très sérieuse sur l'ensemble de l'Occident. Hein. Il y a des victoires très symboliques comme celle de Lépante en 1571, hein, qui font pousser un housse de soulagement. Vous les avez Lépante hein, au niveau de la Grèce, hein, au niveau du détroit de Corinthe là. Donc une puissance militaire et politique extraordinaire hein. Nous on a évoqué la partie évidemment où elle est plus faible hein, à la fin de la Première Guerre mondiale, mais voilà hein, c'était une puissance énorme jusqu'au XVIIIe siècle où là on a parlé de l'homme malade de l'Europe et finalement le premier conflit mondial n'aura fait que solder cet affaiblissement. Mais avec Kemal Atatürk, hein, dans une conception de l'État évidemment laïque,
avec la fin donc de ce cumul sous le calife, comme vous l'avez étudié, d'un pouvoir religieux et politique mélangé, une nation laïque, certes à majorité musulmane, mais laïque. Donc la problématique de ce jalon 1, on peut la noter et on finira là-dessus puisque les questions vous les ferez dans une semaine, mais déjà il faut digérer un peu tout ça. Donc la problématique de ce jalon 1, donc on note toujours pareil, donc je vais repasser en gris pour avoir un peu de cohérence. Hop là. Donc la problématique, et je terminerai là-dessus, c'est dans quelle mesure, l'abolition du califat en 1924 marque-t-elle le lancement d'une politique de laïcisation autoritaire de l'État, faut que je me concentre sur ce que j'écris parce que sinon, conçue comme un préalable à la sécularisation de la société turque. Et j'ai fait une faute de frappe. Ah oui, ça peut pas marcher. Laïcisation, voilà. Et donc vous comprenez la première vidéo et les éléments de contexte pour comprendre ces notions de laïcisation et de sécularisation. Donc voilà pour les différentes présentations. Le travail sur la fiche élève, ça on le fera dans la semaine du 8 au 12. Vous l'avez, pardon, je suis trompé. Vous l'avez, hop, je referme les deux volets. Vous l'avez votre fiche élève. Hop. Ici, hop là. Voilà. Ici, mais par contre, voilà, je vous demande pas de faire le travail, je vous demande de digérer la présentation de l'axe, la présentation du jalon, essayez de prendre des notes pour vous entraîner, et ensuite on travaillera sur la fiche et les questions en elles-mêmes à partir de la semaine du 8 au 12. Voilà. Ben, j'espère que tout était assez clair, et puis je vous dis à bientôt.